Bonjour à tous et bienvenue dans 300 millions de critiques. Nous sommes à l'Institut du monde arabe, le temps est mitigé. Et avec cette équipe de chroniqueurs que le monde entier nous envie, nous allons donc regarder, analyser l'essentiel de l'actualité francophone. Dans Amin Malouf, donc un fauteuil sur la scène publié aux éditions Grasset, on découvre le dénommé Pierre Bardin. Qui est Pierre Bardin? Je ne le savais absolument pas. Figurez-vous qu'en 1634, il a été le premier à occuper le fauteuil 29 de l'Académie française et il s'est noyé 15 jours plus tard dans la Seine, c'est-à-dire ici. Cette émission est entièrement dédiée aux sapeurs congolais et à tous les francophones de la planète que nous aimons tous, d'où ces chaussures un peu particulières, car il y en a marre de James Bond. Vive James Durand. Le sommaire. Nous allons donc parler pour commencer du romancier franco-libanais et académicien français Amin Malouf qui vient de sortir, comme vous le disiez Guillaume, un fauteuil sur la scène. Il y raconte l'histoire de ses 18 prédécesseurs au 29e fauteuil de l'Académie française qu'il occupe depuis son élection en 2011. Nous allons aujourd'hui évoquer le travail du photographe Max Chung-Ming. C'est pas marqué sur mon front, de très beaux portraits en noir et blanc d'hommes et de femmes noirs. Leur identité et leur profession sont gravés sur leur front. Travail esthétique et militant qui s'expose actuellement en France, à Nantes. Le cinéma belge connaît-il un équivalent de la Movida côté flamand? C'est la question que nous allons nous poser. Depuis quelques années, l'arrivée de cinéastes libres et créatifs est remarquée sur la scène internationale. Parmi eux, Félix van Groningen, qui est de retour avec Belgica, son 5e long métrage dont nous parlons aujourd'hui. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Je suis avec Mathieu Dugal. Bonjour Guillaume. Le Canada plus frais, j'espère. Le Plus Canada va bien, le Canada se réchauffe, chaud. Ouais. comme la Moins Terre. 10. Non, je suis parti à quoi? Moins 2. Ah, moins 2. Ça va bien, là. À côté de vous, Emmanuel Kérat, qui lui vient de France Inter, où il fait un temps relativement, comment peut-on dire Clément. Clément. Bonjour Guillaume, Tout le bonjour à monde tous. sait que vous avez une grande émission littéraire sur France Inter. Nous sommes ravis Ouais. de vous accueillir justement pour parler de livres. Slimane Zeguidour de TV5 Monde est un ami d'Amin Malouf et il va pouvoir vous décrypter de l'intérieur la carrière de ce personnage donc, dont nous allons parler dans un instant. Quant à Michel Serruti de la radio-télévision suisse, il est à la fois jazzman, alpiniste et omniscient, car depuis Léonard de Vinci, il est le seul qui puisse à la fois parler de littérature, d'art, d'alpinisme et pourquoi pas eh bien, du sujet dont nous allons traiter dans un instant. Enfin, une vraie présentation. Voilà. Merci Guillaume. Enfin, une vraie Non, comparaison. je prends un temps, car normalement, dans la répétition de l'émission, vous m'aviez dit... Oui, bah, j'allais le dire, mais vous m'avez Alors interrompu. Mais où est Estelle? Qu'avez-vous fait d'Estelle? Voilà. Suspense, vous le saurez lors du deuxième sujet. Le romancier franco-libanais et académicien français Amin Malouf vient de sortir un nouveau livre que je vous ai présenté évidemment, qui s'appelle Un fauteuil sur la scène. Il y raconte l'histoire passionnante des 18 prédécesseurs du 29e fauteuil de l'Académie française. Vous savez qu'il y a des fauteuils à l'Académie française, qu'il occupe depuis son élection, donc en 2011. Nous allons parler du livre, de son auteur, de l'Académie dont on parle beaucoup maintenant, car il y a un véritable renouvellement après cet extrait, puisqu'il fut l'invité de Patrick Simonin, qu'il est inutile de vous présenter. Donc sur l'antenne de TV5 Monde, voici Amin Malouf. Quand j'ai été élu à ce fauteuil en 2011, mon prédécesseur était un homme que j'admirais beaucoup, Claude Lévi-Strauss. J'avais, selon la tradition de l'Académie, la mission de consacrer mon discours de réception à l'éloge de mon prédécesseur, et j'en étais ravi. J'ai regardé la liste de ceux qui m'ont précédé sur ce fauteuil, le 29e. Oui. J'ai trouvé 18 personnages. Certains étaient très connus, Lévi-Strauss, Monterland, Ernest Renan et quelques autres. Et il y avait au moins une dizaine dont je n'avais jamais entendu le Vous nom. n'avez jamais entendu. Vous avez dit, je vais devoir lire ces livres finalement d'inconnus. Hein. Parmi ces personnages, il y a un qui a été, je pense, à l'origine de cette envie d'écrire ce livre. Il s'appelle Joseph Michaud. Il est aujourd'hui complètement oublié. Il a vécu au début du XIXe siècle. Il a écrit une histoire des croisades qui, pour moi, a été essentielle parce que mon premier livre, il y a maintenant plus de 30 ans, a été consacré aux croisades. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai découvert chez un libraire du quartier latin 7 volumes de l'histoire des croisades publiés par Michaud au début du XIXe siècle.
Ce livre a été essentiel pour moi, parce que Michaud a cette particularité de rassembler toutes sortes de documents qui m'ont été extrêmement précieux. Et je me suis dit, il faut aussi que je parle de Michaud, il faut aussi que je parle d'Ernest Renan, Oui. qui est une figure intellectuelle majeure et qui, en plus, a été au Liban dans les années 1860 et a été un peu le redécouvreur de la civilisation phénicienne. Quand vous allez à Byblos, qui est un des plus beaux lieux au Liban, vous trouvez des fouilles qui ont été commencées par Renan. C'est depuis 1634 que cette aventure dure. Le premier qui avait occupé votre fauteuil, celui qui est le vôtre aujourd'hui, eh bien, il va se tuer dans la Seine. Hein. Il s'appelait Pierre Bardin. Ouais. Il est complètement oublié. Il a été élu en 1634 et en 1635, un peu plus d'un an plus tard, il va du côté de Charenton avec son pupille. Ils vont se baigner dans la Seine. Son pupille est en train de se noyer. Il se jette à l'eau pour le secourir. Le pupille s'en sort, mais lui, il n'arrive pas à se sauver. Ouais. Donc, il meurt. Est-ce qu'on peut présenter ce personnage qui maintenant est à l'Académie française et qui rejoint la cohorte des étrangers, puisqu'il y a eu Marguerite Yourcenar, Dany Laferrière récemment, et beaucoup d'autres. Qui est-il? Alors, il est né au Liban, dans un petit village au contrebas de la plus haute montagne du Liban, le mont Sanine. Il appartient à une famille chrétienne, même si lui n'a jamais mis en avant son extraction chrétienne. C'est un élément qui compte. Et moi, je trouve que, moi qui le connais donc depuis plus de 30 ans, il est tout à fait fidèle à son prénom. Il n'a pas volé son prénom. Amin veut dire celui qui est fiable, digne de confiance et qui est fidèle. Et je trouve que dans cette vie qui est entretissée par des tas de rencontres avec des esprits de tous les horizons, des voyages, le fait d'être parti au Liban, d'être venu en France, d'être né dans la langue arabe et d'être ensuite consacré mondialement dans la langue française, d'être venu d'un petit village du Moyen-Orient et d'être aujourd'hui dans un des hauts lieux De la culture emblématique mondiale, francophone surtout. francophone et de Paris. Alors, dans cette vie donc, qui est entretissée de toutes ces rencontres et de tous ces liens, il y a deux fils qui sont un filigrane continu dans sa vie, qui ne sont jamais mis en avant et que lui-même ne met rarement en avant, mais qui, pour moi, sont parlants. Qui sont? Alors, le premier, c'est le côté diaspora libanaise. Vous savez, il y a un aspect qu'on connaît très peu du Liban, c'est sa diaspora. Il y a 2 fois ou 3 fois plus de Libanais à l'extérieur qu'au Liban. De la Beaucoup aux Nouvelle-Zélande États-Unis, beaucoup en Afrique. et en Amérique du Sud. En Amérique le du premier Sud, livre Australie. que j'ai publié, je l'ai publié au Brésil il y a 35 ans, c'était sur la diaspora syro-libanaise du Brésil. Et on peut dire que São Paulo est la plus grande ville syro-libanaise du Deuxième monde. point. Deuxième point, là aussi, il ne le met pas en avant, mais pour moi, je le trouve important, c'est son côté arabe-chrétien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'islamisation massive du discours politique au Moyen-Orient, la montée en puissance des mouvements intégristes islamistes avec la persécution des minorités religieuses arabes et d'abord chrétiennes, Amin perpétue cette tradition de l'arabité chrétienne, car il y a une arabité chrétienne. Il y a des gens, des millions de gens qui font leur messe en arabe, qui lisent l'évangile en arabe, et cette arabité chrétienne, depuis 2 siècles, est le ferment de la culture arabe contemporaine. Donc Amin il Malouf. incarne aussi cette arabité méditerranéenne, ouverte et cosmopolite. Amin Malouf publie donc un fauteuil sur la Seine, 4 siècles d'histoire de France, et le fauteuil 29, c'est le récit. Ce n'est pas pour clôturer la conversation, mais au contraire, pour l'ouvrir. Est-ce que vous avez le livre et de quoi s'agit-il exactement, mon cher Emmanuel? Écoutez, de quoi s'agit-il? C'est un roman, on pourrait dire que c'est un roman alors que c'est un essai, parce qu'il est très malin, Amin Malouf. Il a la capacité de nous intéresser avec un sujet qui, a priori, n'est pas si évident que ça. Le fauteuil numéro 29, vous l'avez dit, avec Claude Lévi-Strauss, qui était son prédécesseur, 18 prédécesseurs
prédécesseurs ont précédé Amin Maalouf. Et ce qu'il a voulu faire, c'est évidemment raconter l'histoire de ses 18 prédécesseurs. Avec D'où le célèbre l'histoire de Pierre France. Bardin, dont je parlais Voilà. dans l'introduction. Pierre Bardin, qui, 1639. figurez-vous, Guillaume, a été le premier immortel à mourir. C'est à partir de cette histoire choc qu'Amin Maalouf va nous raconter une partie de l'histoire de France, une partie de l'histoire de l'Académie française aussi, parce que quand ce Pierre Bardin décède, figurez-vous, on donne à un poète qui s'appelle Chapelain l'honneur de lui rendre hommage. Sauf qu'il se plante complètement, Chapelain, et à partir de là, on a dit, bon, eh bien, l'éloge de celui qui va mourir va être dit, va être prononcé par celui qui va remplacer le décédé. Et c'est comme ça qu'on a eu Une le tradition et principe. qu'on retrouve Voilà. dans tous les grands personnages qui ont occupé le numéro 29. Alors, qu'y a-t-il? Pasteur, je crois, enfin un certain nombre de gens Ah, il y importants. en a pas mal, oui, il y en a 18. Et tout donc ça on va est pas raconté. tous les citer. Tout est raconté, et puis il convoque en plus des personnages emblématiques. On croise Molière, on croise Corneille, on croise Voltaire, et il y a aussi le cardinal de Richelieu. Alors là, c'est très important parce que justement, c'est l'histoire de l'Académie française. Le cardinal de Richelieu, qu'est-ce qui se passe? Il découvre en fait qu'il y a des amis qui se rassemblent comme ça dans Paris, de façon tout à fait amicale, tout à fait naturelle. Il a décidé de prendre la main en fait, et il organise finalement, il institutionnalise ce qu'on appelait à l'époque la compagnie, qui devient l'Académie française, et à partir de là, voilà. Alors grand on a dame l'événement. d'ailleurs, parce Alors qu'il grande dame, ne voulait pas exactement. devenir Exactement, ouais, ouais. officiel. Non, non, Mon cher Mathieu, est-ce que ça vous a plu? On ne refuse rien à Richelieu. non, bah, surtout pas. C'est qu'ils hésitent d'ailleurs. Et finalement, ils ne refusent pas parce qu'ils disent si on refuse, Exactement. ça va C'est être, pour on va ça être que- pourchassé. Mon c'est cher pour ça qu'il Mathieu, est-ce l'accepte. que ça vous a plu? Ben, comme tous les livres d'Amin Maalouf, je pense que si on aime les récits, si on aime les conteurs, on se laisse prendre au jeu. Moi, je n'ai jamais lu un livre de Maalouf qui ne me met pas happé, même si, bon, ils sont pas tous de qualité égale. Mais là, on voit quand même le lien dans ce livre-là avec C'est moi, le bon livre. mot, si je puis me permettre. Vous avez... Conteur. C'est ce qui caractérise, à mon avis, d'abord et avant C'est tout, un grand, son travail. c'est un grand conteur. Et moi, en fait, j'avais été initié à Maalouf par son livre Les Croisades vues par les Arabes, qui est un livre magnifique, hein, qui retourne les croisades d'une perspective qu'on ne nous avait pas enseignée ici. Et donc, il parle justement du fait qu'une des raisons qui ont fait qu'il s'est intéressé à ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a un historien assez peu connu qui, lui, l'avait happé et qui avait écrit une espèce de somme hein, sur les croisades, et ça lui a aussi donné le goût de faire ce livre-là. Moi, je dirais que dans un contexte où nous, Canadiens, Québécois, on est très contents de voir un des nôtres, finalement, à l'Académie française. Daniel Laferrière. Daniel Laferrière. C'est un peu, je dirais pas gênant, mais mettons que ça nous montre l'Académie souvent sous un côté qui n'est pas très glorieux, hein, parce qu'on voit les intrigues de palais, on voit vraiment l'aspect qui est caché La parapolitique, de l'Académie. Oui, c'est ça. Mais en même temps, évidemment, on a l'histoire de France par le biais de ce siège 29-là qui est absolument fascinante. Moi, je suis un grand amateur d'opéra baroque français et je ne savais pas qu'Atis, l'opéra de Lully, un des grands opéras de Lully, avait été écrit par un certain Quinault qui, lui, avait été un peu bafoué en son temps parce que, justement, il était proche de Lully. Lully qui n'était pas très aimé. Hein. On sait que c'était quelqu'un d'assez bouillant. Il était comment, Lully? Bouillant. Assez bouillant. Assez bouillant. Ben, C'est le charme des émissions francophones en français. C'est la seule émission mondiale où on dit que Lully est bouillant. j'aurais pu employer d'autres. Non, mais vous avez raison, restez digne. C'est ma version- L'émission ne vient que de C'est ma démarrer. version polie Ouais. de Lully. Il était bouillant. Et donc, il s'était pris vraiment au collet avec Molière. Et là, Quinault, ça allait très bien avec. Et donc, le fait que Quinault était Puis alors? un ami, bon, ben là, il a été mal vu parce qu'il était trop proche donc, de ce compositeur-là. Donc, seulement une anecdote qui montre tout ce qu'on apprend dans ce livre-là. Et vraiment, c'est une histoire de France singulière. Exactement. Et ma seule déception, c'est de voir, en tout cas, qu'en 2016, au moment où l'identité est si présente, le rapport à l'identité, le rapport à la culture arabe est si malmené, ben on n'a pas encore une fois Maalouf qui nous parle de ça, parce que je pense qu'actuellement, on aurait peut-être davantage besoin d'un tome 2 des identités meurtrières pour l'actualité. Il pose la question de Oui. la francophonie au Oui. sein de l'Académie française, au Oui. final. Quelle est la place de la République? Quelle est la place de la francophonie? Pas tellement, parce que c'est un peu le dernier bastion royaliste, finalement, l'Académie française. Quand on réfléchit bien, quand on voit l'histoire. Peut-être qu'il s'est fait plaisir. Parce Alors, Michel Serruti, je voudrais quand même signaler pour ceux qui vont découvrir ce livre et qui ne l'ont pas encore lu,
Enfin, forcément, s'il le découvre. Que Mathieu a raison, c'est qu'on traverse l'histoire de France, l'édit de Nantes, la querelle du Cid, la Révolution française, Renan, enfin bref, une grande partie de notre histoire culturelle. Mon cher Serruti, vous avez le clap de fin. Quel bonheur. Merci Guillaume. Mais peut-être que paradoxalement, justement, il poursuit. Moi, j'ai eu l'impression qu'il poursuivait sa quête d'identité qui jalonne toute sa littérature, qui est une sorte aussi d'écuménisme, presque j'ai envie de dire, au niveau culturel, au niveau religieux, dans tous les ouvrages qu'il a fait. Mais là, d'une certaine manière, j'ai presque l'impression que la quête d'identité, il l'a fait de manière peut-être un tout petit peu plus égoïste, il l'a faite pour lui, c'est-à-dire qu'il s'est fait une sorte de généalogie à laquelle lui désormais appartient aussi. Alors il a retracé les branches de sa famille, mais on reste aussi dans une quête identitaire, pour lui-même, avec évidemment cette ouverture qui nous concerne tous plus facilement, c'est-à-dire que voilà, on rentre de plein pied dans l'histoire de France à travers les personnages qui sont décrits, les anecdotes. C'est une autre façon de voir cette histoire, je crois qu'on l'a bien compris et c'est absolument intéressant. Mais il y a ce côté-là où lui poursuit une quête d'identité et je trouve qu'il y a un formidable lignage, même notamment, je me faisais la réflexion avec Lévi-Strauss qui l'a précédé, parce que Lévi-Strauss évidemment a travaillé toute sa vie, c'est un secret pour personne, sur les structures de la parenté. Lui, d'une certaine manière, travaille sur l'identité. On sent qu'il y a une recherche aussi culturelle comme ça de filiation. De filiation, exactement, de filiation familiale. Et Attention, dans ce sens-là... J'ai une question pour vous quatre pour terminer. Vous êtes prêts? Allons-y. Allons-y, Amine Malouf. Je suis bouillant. Vous êtes bouillant. Je suis curieux. Il faut répondre en un mot. Amine Malouf, oui ou non, est-il un grand écrivain? En un mot, comment voulez-vous qu'on réponde en un mot? demandez oui ou non. C'est une question fermée. Mais c'est Guillaume. quoi cette espèce d'interrogatoire binaire, voyons? Oui, c'est une question fermée. Quand les questions sont binaires, les réponses doivent être brillantes. Les questions peuvent être absurdes. Est-ce que vous considérez que c'est un grand écrivain? Absolument. ouais. Absolument. Ouais. Il Ben non, n'était c'est vrai. pas bouillant, hein, le québécois, là. Intègre. Intègre. C'est un grand conteur. C'est un grand Ah conteur. non, mais là, il y a Michel. plusieurs mots. Michel, coucou. C'est un... Un seul mot, Michel. Alors, je ne vais pas être suisse. Est-il un grand écrivain? Non. Voilà, finissons cette discussion par un tour sur les réseaux sociaux où Rara Garavi, mais il faut être libre, c'est pas parce que nous parlons de l'Académie française que nous ne sommes pas libres, se réjouit d'avoir rencontré son auteur préféré et publie sur Instagram cette signature du charmant, compétent Amine Malouf sur son exemplaire d'un fauteuil sur la scène. Et évidemment, vous suivez sur le compte Twitter de l'émission, vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques. Guillaume. Vous trouvez toutes les infos, je vais terminer, mais vous allez revenir, Non. sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Vous vouliez dire, Mais simplement vous retournez la question. Amine Malouf? Ben oui. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est tout. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Merci mon cher Emmanuel. Dans un instant, c'est Olivier Poivre d'Arvor qui va donc pas vous remplacer, mais venir donc compléter cette émission 300 millions de critiques. Nous sommes sur TV5 Monde. Au moment où le gouvernement lance une campagne choc contre le racisme, le travail du photographe Max Chung-Ming n'a jamais été autant d'actualité. C'est marqué sur son front, c'est le titre de son expo, de très beaux portraits donc en noir et blanc d'hommes et de femmes noirs. Leur identité et leur profession sont gravés sur leur front. Le titre exact, c'est, mais entre parenthèses, pas marqué sur mon front. Regarde. Voilà, donc nous parlons de cette exposition donc du photographe Max Chung-Ming. Chung-Ming, merci d'être avec nous, Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ambassadeur diplomate de l'attractivité culturelle. Je suis arrivé et que ce n'est pas vous qui avez rapté Estelle Martin, car Estelle Martin, que vous avez peut-être
l'habitude de voir à mes côtés, tout simplement actuellement en reportage, donc en Corée. Qu'avez-vous pensé, vous qui fûtes nantais, de cette exposition? Oui, j'y suis allé. D'abord, c'est dans un endroit assez étonnant qui s'appelle le Centre international de documentation, qui est près des chantiers navals. Donc, il y a une ambiance quand vous arrivez là. C'est pas un lieu d'exposition classique. Et vous tombez sur 30 portraits, quasi grandeur nature, mais photographiés, des portraits d'hommes et de femmes noirs. C'est pas marqué sur mon front. Photographier le tronc, voilà, nu, comme ça. Imaginez qu'on fasse une série de poses comme ça, et tout de suite, ça pose la C'est un chose. plan américain. Voilà, exactement. Et notre homme s'appelle Max Chum Ming. Moi, ça me rappelait Yan Pei-ming. Ouais. En fait, il y a de ça. Il y a de ça parce que Yan Pei-ming fait ses portraits très hiératiques, comme ça, de figures, notamment d'Africains. Et là, Donc c'est Yan vrai. Pei-ming, il faut expliquer que c'est un peintre Chinois, français, voilà, qui est a passé quitté par Shanghai dans les années 80. pour aller à qui est Dijon, venu en puis France. après à Paris, qu'on a vu notamment au Panthéon faire un très beau travail. Et ces portraits sont très impressionnants, en ce sens qu'ils sont d'actualité, vous l'avez dit, à travers ce reportage. Mais bon, évidemment, on est à Nantes, ville de l'esclavage, où il y a eu le mémorial de l'esclavage qui a été inauguré il y a quelques années. Mais en même temps, cette dimension-là ne m'intéresse pas tant que ça, parce que dans le fond, les Noirs sont partout et ils sont affichés, et ils existent. Il n'y a pas besoin de faire une démonstration nouvelle de la force, de la beauté esthétique. On sent que le mai arrive. Mais pour moi, c'est un très beau travail de portraitiste. Et ça me fait beaucoup plus penser à Piero della Francesca, à des portraits antiques de la Renaissance, où ces figures-là, un peu hiératiques, un peu artificielles, hein, dans la pose qu'ils sont, avec des inconnus, des Sonia, qui sont des anonymes, mais aussi un écrivain que je crois connaître. Bon, ces figures-là sont là devant nous. Et on est un peu interdit, et c'est magnifique. Il faut vraiment y aller, c'est très beau, pas uniquement parce que ce sont 30 figures d'hommes et de femmes noirs qui sont Il exposées. y a, dans quelques jours, en Belgique, s'ouvre une grande exposition d'un grand photographe donc, qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui s'est aussi intéressé à des mondes différents, la sexualité, qui est Andrés Serrano. Bien sûr. Il y a des portraits de clochards noirs absolument extraordinaires, d'ecclésiastiques aussi, de sexualité un peu terrifiante. Là encore, voilà un personnage qui a fait de la photo des peintures. Et c'est dans cette tradition-là de Serrano dont vous parlez, à la différence près que Max Chung Ming était inconnu, et directeur, je crois, directeur d'un collège, et qu'il a commencé modestement par ce projet sur lequel il travaille depuis maintenant un certain nombre d'années, dans l'Essonne, il y a maintenant 3 ans ou 2 ans, et que cette exposition n'a toujours pas été montrée à Paris. Donc il est temps, urgemment, Elle est grâce à TV5, de la montrer à Paris, peut-être Slimane. ici. Et alors, effectivement, il y a cette notion de buste, comme à l'époque romaine, et le choix de serrer les visages au plus près. Le résultat le plus impressionnant pour moi, en tant que spectateur, c'est le fait que les volumes, ça fait ressortir les volumes, qu'un visage, ce n'est pas seulement des traits, mais c'est aussi des volumes. Mais Et c'est pas souvent le cas, seulement- par exemple, regardez les grandes photos de Mapplethorpe, le grand photographe américain mort du sida. Beaucoup des photos de noirs, enfin je vais imiter donc les photos de Mapplethorpe, pardonnez-moi, hein, mais il y a toujours cette idée un peu de voir des grands hommes nus qui ressemblent un peu à des penseurs de Rodin ou des sculptures classiques, quoi. Oui, on a l'impression qu'il y a cette Et préoccupation. les photographes sont très bons pour ça, plus Oui. peut-être que les peintres aujourd'hui. Parce que l'avantage du buste, c'est qu'on voit non seulement le visage, mais aussi le port de tête. La manière dont une tête est posée sur des épaules. Et c'est un peu hiératique, comme le disait Olivier, effectivement. Mais c'est un choix qui donne un résultat impressionnant. Donc non seulement les volumes, mais surtout la proximité de la caméra, le jeu de la lumière, fait que ces portraits qu'on admire, soudain, semblent nous dévisager eux-mêmes. Et est-ce que vous avez le sentiment justement que par-delà le côté formel, le message qu'il veut diffuser, c'est-à-dire au fond celui du titre, c'est pas marqué sur mon front, est-ce que le message passe ou est-ce qu'on est absorbé par l'esthétique ? Ce que je voulais justement relever, c'est ce que j'entends. Il ne faudrait pas oublier, alors ce que vous dites est parfaitement vrai, je le partage, mais il ne faut pas oublier finalement l'essence même de cette exposition. Elle n'est pas esthétique, elle est sur ce message, elle est sur ce préjugé. Et c'est un double travail, c'est-à-dire que non seulement il y a le travail de photo qu'on voit maintenant, mais il a été précédé par de la vidéo, simplement avec une bonne partie d'ailleurs des personnes qui sont mises en portrait, dans lesquelles ces personnes expliquent l'une après l'autre une anecdote qui leur est arrivée, dans laquelle elles ont subi un préjugé. Pas une discrimination, un préjugé. Et c'est d'ailleurs ce qui est inscrit sur le front, c'est-à-dire que souvent il y a la profession de la personne qui est inscrite sur le front, et l'idée c'est d'essayer de dissocier ou de montrer ce paradoxe qu'il peut y avoir par rapport à la première vue qu'on a de ces personnages,
ses caractères et de leur profession. Et dans les vidéos qu'il a fait un petit peu plus tôt, chacun raconte quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on est sur le préjugé. On est venu vers moi, Max Chung-Ming le raconte. J'étais le seul noir à danser dans un château lors d'un mariage, et une dame est venue avec moi, charmante, me dit « Ah, vous devez être un Sénégalais parce que vous dansez formidablement bien. » Alors ça partait d'un bon sentiment, évidemment, mais en même temps, ça témoignait bien de la chose. Et c'est une succession d'histoires comme celle-ci, et je trouve ça très intéressant. Ce sont de toutes petites choses qui amènent précisément à ancrer l'identité d'une personne dans une identité qui n'est pas forcément la sienne, parce qu'il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a un photographe, il y a un prof d'école, voilà. Et puis deuxièmement, pour le spectateur que nous sommes, je tiens à dire ça me questionne sur notre ethnocentrisme, c'est-à-dire est-ce qu'on est véritablement capable, que ce soit à l'endroit des Noirs, ou les Suisses par rapport aux Français, ou les Français par rapport aux Suisses, aux Belges, aux Canadiens, à qui vous voulez, de nous départir de notre ethnocentrisme et d'être véritablement libre d'appréhender une personne lorsqu'on la regarde. Vous qui aimez le sans jazz, préjugés. vous vous départissez tout le temps. On essaie, mais c'est ça ma réponse. C'est quand on est conscient d'être prisonnier de l'ethnocentrisme, bon, on a réussi déjà à faire un pas pour s'en sortir, mais c'est un combat de tous les jours. Mathieu. Mais ça fait longtemps que la photo s'intéresse à ces choses-là. Vous avez parlé de Mapplethorpe, mais il y a aussi, Serrano. Serrano. Il y a aussi Ken O'Hara, qui est un photographe new-yorkais, américain d'origine japonaise dans les années 70, qui avait fait des portraits, mais vraiment encore plus serrés que Max Chung-Min. Et en fait, justement, c'était pour enlever toute la question des codes vestimentaires, tout ce qu'on peut rajouter dans le jugement qu'on pose sur les gens. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche de Max Chung-Min, je vais réussir, c'est le fait qu'il pose la question des modèles qu'on a dans la société. Parce que souvent, justement, dans les sociétés, aux États-Unis, évidemment, c'est patent, en France, même au Canada, on a des minorités qui, dans la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes, n'ont pas accès à des modèles souvent qui sont valorisants. Ça joue beaucoup, ça, dans la construction identitaire de communautés, justement, de ne pas avoir, par exemple, on a vu récemment, j'ai vu un chiffre sur la quantité de prix Nobel qui, par exemple, ont été accordés à des femmes, c'est 3 % à peine. Donc, est-ce qu'une femme se reconnaît dans les prix Nobel? Je ne suis pas certain, mais c'est la même chose, ça, pour justement ces communautés-là, souvent, qui vont Le débat, on vient se de l'avoir reconnaître. pour les Oscars. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Ming l'a dit, il dit, moi, je ne voulais pas, dans cette série-là, mettre ni de sportifs, ni de musiciens. Parce qu'il dit, on en a assez, on en a vu. C'est C'est un cliché, c'est un cliché. Donc, il veut sortir du cliché avec ça. Et j'aurais le goût de dire, on en a besoin de plus de ce type de choses-là, parce que c'est vrai que ces communautés-là, les Noirs en particulier, mais les communautés visibles en général et moins visibles, la question de la représentation joue beaucoup sur l'émancipation aussi des gens qui en font partie. Absolument. Et ça, la question, elle est extrêmement bien posée dans ce travail-là. Tant mieux. Prenons par exemple l'accent québécois. Souvent, c'est pour nous faire rire, alors que Mathieu est un personnage tragique. D'où l'intérêt de l'avoir évidemment interrogé sur cette manière justement de poser la question de la différence avec, évidemment, comme toujours, Tragique, beaucoup de mais chaleur. bouillant. Tragique et Tragique mais bouillant. C'est un brillant tragique. C'est mon totem de scout, caribou tragique. Caribou tragique. Vous voyez, c'est une émission en plus psychanalytique. Olivier voulait dire un dernier mot. Oui, quand même bon, là on a disserté croisez sur pas les tout bras. ça, sur les messages. Ouvrez Quand même, vos chakras. Oui, je Allez-y. l'ouvre largement. Bon, les messages sont importants, mais bon, ça fait un peu chier ces messages-là quand même. On les entend depuis longtemps, et donc. Mais c'est pas j'aurais- anodin. Oui, Parce que la enfin, question se pose encore aujourd'hui. Oui. Enfin bon, quand même, ce qui compte, c'est l'œuvre. C'est 30 beaux portraits par un photographe inconnu, qui va peut-être le redevenir. J'espère qu'il va travailler ces portraits. Et puis après, formidable, ce sont 30 noirs. Ça aurait été encore plus fort s'il y avait eu 29 portraits de noirs avec un portrait de blanc au milieu. Voilà. Mais il y a des grands photographes en Afrique, au Mali notamment, Bien sûr. Siddiqué. Sédou Keïta, très vite, très bientôt, vous venez tous au Grand Palais pour admirer le travail de Sédou Keïta, qui lui est décédé, mais qui est un grand photographe malien. La page Facebook. Oui. Il va falloir que je me trouve un nom de code, moi. Ah oui, c'est James Durand. La page Facebook de l'expo, c'est pas marqué sur mon front, propose un morceau de musique en téléchargement libre. What Matters, créé pour l'occasion. Vous aussi, vous nous suivez bien évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez toutes les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent au bas de notre écran. Malheureusement, mon cher Slimane et mon cher Olivier, vous allez nous quitter momentanément. Oui, ce fut bref, mais délicieux. Oui. Le temps de cette émission, nous allons retrouver dans un instant donc la camarade Bourgault et le camarade Bigot, juste après le zap que voici.
Alors que le monde célébrait hier la passion du Christ, à Cuba, ce sont d'autres dieux qui sont descendus du ciel. Chanter en espagnol ou bien en lingala. Et après la rumba de Cuba. Pendant 3 jours, une trentaine de graffeurs s'affrontent par fresques interposées. Une battle avec d'un côté l'univers Disney, de l'autre celui du maître japonais de l'animation, Hayao Miyazaki. La rose n'a d'épines que pour qui veut l'accueillir. Mais non, c'est écrit sauce sucrée, sauce salée. Le mur est devenu en quelques semaines un lieu d'expression pour les enfants des écoles. Mais aussi pour des artistes confirmés, comme Jody Bona et ses collages colorés. Autorisé par la mairie, financé en partie par le conseil de quartier, il a gagné un surnom, le mur de l'amour. À tous les Bruxellois et à tous les Belges, on n'a que l'amour à offrir en partage. Devant un public captivé, les mamies présentent leur jeu, la crème rajeunissante, une création vintage. En 2005, Noureddine Bentoumi, athlète amateur, se lance dans un pari. Il fera les Jeux Olympiques. Good Luck Algeria raconte cette aventure. Il parle même pas arabe. I'm the Algerian athlete, yeah. Il n'y a pas besoin de parler arabe pour faire du ski. Un regard, un sourire, ceux de migrants face à cette mer qu'ils rêvent de franchir. Image majestueuse et symbolique, immortalisée dans le plus grand secret. J'ai proposé que Tom vienne chez nous pendant ce temps pour l'aider à travailler. Non mais de toute façon, il voudra jamais venir ici, enfin je veux dire... Pourquoi donc? Parce qu'il me déteste. Plus de 2000 lettres pour entrer dans l'intime de l'histoire. Mon sort est de te faire, avant de mourir, 8 petits-enfants, tous te ressemblant. Et puis nous aurons 70 ans, nous les gronderons, je leur parlerai de moi, de mes guerres, et toi, des modes de ton temps. Le douanier Rousseau se prend pour un grand peintre. Il est totalement autodidacte, mais il est loin d'être aussi naïf qu'il en a l'air. L'absence de perspective, le manque de proportion, bref, ce style maladroit, il le cultive. Un feeling et beaucoup d'expérience. Certains chocolatiers sont formés aux arts plastiques. Grâce aux pigments alimentaires, ils transforment les œufs en toile de peinture. Pas de carnaval sans chapelle. Ouvrir sa maison, inviter des amis ou de parfaits inconnus, leur offrir un petit déjeuner, mais ne vous attendez pas à un café croissant. Apéro, il n'y a pas de d'idée. Le clubbing, 2 jours, où commence se déchaîner sur la piste de danse dès 15h. En laboratoire de tendance, le festival Electro reprend pour la 3e année consécutive le concept. C'est extra, mes mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie et tous ces cris qui montent au ciel. Voilà, après donc ce zap culturel, nous allons lancer la conversation sur la nouvelle vague du cinéma belge. Je reçois Pascal Bourgault. Bonjour, ma chère Pascal. Bonjour, vous mon êtes cher magnifique, Guillaume. vous êtes lumineuse. Et à côté de vous, donc le directeur de TV5 Monde, qui jusqu'à présent paraissait normal comme garçon, mais qui s'est transformé en une sorte de sitting bull belge. Mon cher Yves Bigot, bonjour. Bonjour, Guillaume. C'est un hommage à une situation tragique au moment où nous allons parler de la culture de ce beau pays que vous connaissez bien. Absolument, je ne suis pas belge, mais je suis bruxellois. Alors, y a-t-il une nouvelle vague belge? Le cinéma belge connaît-il donc, comment peut-on dire, une sorte de renaissance? Vous savez, et vous connaissez les très nombreux acteurs qui viennent de Belgique, les Poulvord, Damiens et les autres. Depuis quelques années, il existe sur le marché du cinéma, donc un cinéma libre, créatif, remarqué sur la scène internationale et qui vient de chez nos amis belges. Parmi eux, par exemple, et parmi ces cinéastes, il y a Félix van Groningen qui est de retour avec Belgica. C'est son 5e long métrage déjà. C'est un film autour d'une certaine forme de rivalité fraternelle sur fond de beuverie. Voici la bande-annonce. Hey, Jo. Je ziet mij Freddy. Ik gooi je een beetje komen naar met de weekend. Mooi dat ze die zit natuurlijk, hè. Welkom in uw favoriete oord van verderf, jawel. Barry Cohen. Tally McCourt. Max muziek met wie?
het. En wat zijn ze daar? Oh, een beetje rock and roll. Oh, een beetje rock and roll, een beetje rock and roll. Fucking café. Wie er is in de ark van fucking Noah. What the fuck honk ik vandaag allemaal verkeerd doen? Als je deze inbroeden. Godverdomme! Nee, moet baan naar de flit, dan kun je met Simma inbroeden. Suppen, je zijn verwaarlozen, plus al de rest, hè, maat. Kom maar op, maat. It's not a choice anymore. It's more than I need. But you're the best thing that never happened to me. You draw me like a magnet. I tried staying away. But you're the worst thing that always happens to me. Voilà, Belgica, sorti en salle depuis le 2 mars donc, 2016. Ce film de notre ami Félix van Groningen qui a obtenu le prix de la meilleure réalisation dans la catégorie donc World Dramatic au festival du film de Sundance, donc en janvier dernier, ce qui est donc une récompense. Nous allons mélanger un petit peu les deux, après tout, parce que c'est normal, étant donné ce qui se passe en Belgique, et nous parlons en même temps de ce renouveau. D'abord, est-ce que ce renouveau existe ? Alors, on ne peut pas parler d'une nouvelle vague de réalisation de réalisateurs belges. Je pense qu'il y a des nouvelles vagues, parce qu'on ne peut pas comparer Bouli Lanners avec Joachim Lafosse et Félix van Groningen. C'est des styles très différents. Mais c'est vrai, comme vous avez dit, il y a des nouveaux réalisateurs qui s'assument en tant que Belges, qui filment, qui tournent en Belgique avec des problématiques belges. Et donc, oui, on peut dire que ça, c'est nouveau, effectivement. Alors, Félix van Groningen est flamand, comme vous savez, de Gand, qui est Gent. L'endroit où il filme son Belgica, donc son 5e long métrage. Vous vous souviendrez, mon cher Guillaume, de La merditude des choses, 2009. Alabama Monroe, qui a eu le César du meilleur film étranger et nomination aux Oscars. Voilà, Belgica est son 5e long métrage. Intégralement tourné à Gand. Il y a une unité de lieu, on peut le dire, parce que tout se passe dans un café. L'histoire est très simple. Deux frères veulent transformer un café local en haut lieu de la vie nocturne. Voilà, la réalisation, effectivement, est intéressante, ce qui lui a valu, comme vous l'avez dit, le prix du meilleur réalisateur au Sundance. Les acteurs sont époustouflants, mais l'histoire est un peu banale. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être en forme pour aller voir ce film, parce que quand on sort du cinéma, on a l'impression d'avoir fumé 1500 clopes et bu 2500 bières. Voilà. C'est un peu trop beau du film. Oui, plus le reste, voilà. Mais donc voilà. Quelques kilos de ligne. Voilà, exactement. Donc l'histoire, c'est un drame familial bruegélien du 21e siècle, voilà, sur fond de rock'n'roll, de drogue, de tabac, C'est une tradition d'alcool. belge qu'on connaît. Oui, mais enfin bon, là, c'est Il vous voilà, manque ça quelque pas- chose. C'est-à-dire que moi, je me suis un petit peu ennuyée à un certain moment. La seule vraie surprise, je trouve, de ce film, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on s'attend à... Alors, je ne vais pas dévoiler la fin, mais on s'attend quand même à un crime fratricide, un truc, un viol, un machin horrible. Mais finalement, c'est un happy end, bisounours. Il ne faut pas le dire. Ah bah alors. Voilà. Non, ben voilà. Bon, j'irai pas dire. Bon, J'ai je pas vais dit ça. inventer une fin, comme ça vous la découvrirez. Ils partent en ballon rouge et ils font le tour du monde pendant 80 jours, car c'est toujours en 80 jours qu'on fait le tour du monde. Bigot, Yves. Quand je regarde Bigot avec son truc sur la tête, je me dis... Mais c'est un amateur de foot, hein. Oui, Peut-être oui, que c'est voilà. un fan des Diables Rouges Exactement. inavoué. Exactement, Avoué, j'étais avoué. leur supporter, comme d'ailleurs de l'équipe suisse et des Bleus, évidemment, au cours de la dernière Coupe du Monde. Et je serai également le supporter des 3 équipes à l'Euro. Mais les Belges, les Belges cette année sont très forts. Mais revenons... les Diables Rouges ont une équipe formidable. Mais en fait, Belgica, c'est un peu le film sur, je ne sais pas comment on dirait Movida en flamand, Oui, Pascal. oui, c'est vrai. Hein, Vous avez raison. Mais c'est
vraiment ça. C'est-à-dire, c'est cette jeunesse dorée flamande qui découvre l'opulence, la richesse, et qui en même temps est totalement hédoniste et va jusqu'au bout de ce que la société permet aujourd'hui avec les différents comportements et puis les différentes substances, etc. Et la musique, il faut dire, alors là aussi locale, de Soulwax, qui sont là aussi un duo de gants, etc. Et qui sont les gens qui ont inventé, vous les aviez reçus, Guillaume, dans Trafic.musique à France 2, dans une émission consacrée à David Bowie, dont ils avaient été les invités. Et c'est les premiers qui ont inventé déjà les mash-ups, c'est-à-dire comment on met deux morceaux qui n'ont rien à voir ensemble et on fabrique un troisième morceau à partir qui n'est pas la somme de ses parties. Exactement, voilà, qui est quelque chose aussi. Et ça fait totalement partie justement de cette scène complètement déjantée et extrême de Gand entre l'électro, qui est un genre très très flamand, depuis longtemps déjà avec la New Beat de la fin des années 80, et toujours ce côté rock qui existe en Belgique de par la proximité avec l'Angleterre de l'autre côté, l'Allemagne, les Pays-Bas de l'autre, et pas la France, puisque c'est sûrement pas de là que le rock peut arriver. Mais voilà, c'est le film qui raconte un peu, on va dire, cette movida du moment. Exactement. Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce qu'il vous semble traduire justement l'existence d'un mouvement culturel actuellement particulier en Belgique? Il y a déjà eu les couturiers, vous avez des grands metteurs en scène comme Yann Fabre. Enfin, il y a une effervescence en Belgique considérable, les comédiens que tout le monde connaît. Est-ce que tout ça va dans le même sens, Michel et Mathieu? Alors, je ne sais pas, je serais bien incapable, par contre, de répondre à cette dernière question, parce qu'il faudrait que je connaisse la Belgique mieux que je ne la connais, et la partie flamande encore plus, qui est compliquée. Paradoxalement, j'ai trouvé qu'il y avait presque un côté intemporel dans ce film, même s'il est situé dans une ville et à une époque. Mais les habits sont un peu intemporels. La problématique, c'est un peu sex, drug and rock'n'roll. On a l'impression de retomber 40 ans en arrière parce que finalement... La grande bouffe de Ferreri. C'est un peu le même excès. Le personnage principal roule dans une voiture des années 80. Enfin, il y a un côté un tout petit peu comme ça, on dort du temps pratiquement. Et puis la ville, on ne la voit pas. On voit ce local, le Belgica, à longueur de film, mais on ne voit pas le reste de la ville autour. Donc paradoxalement, c'est complètement ancré, j'imagine, dans une réalité sociale et temporelle actuelle. Mais en même temps, il y a un côté intemporel aussi qui fait qu'on peut facilement, nous, en tant que personnages extérieur, rentrer dans ce film-là. Et ce que moi j'ai apprécié, il y a un côté presque, alors, outre la patte, c'est un peu long. Voilà. Moi, c'est le seul reproche que je fais au film, c'est un peu long par moment, on aurait peut-être un tout petit peu pu réduire, puis en même temps, ça nous permet de complètement entrer dans la problématique. Mais ce que j'ai apprécié, c'est à la fois le côté cinématographique, mais sans académisme, sans pédanterie. C'est vraiment filmé de manière magistrale et de manière extrêmement efficace. Puis il y a un côté presque documentaire sociologique, c'est-à-dire qu'on rentre là-dedans. Les personnages, Pascal le disait, sont époustouflants. C'est vraiment des c'est assez proche du cinéma, les auteurs de Mammouth, qui sont... Ouais, mais avec un côté encore presque plus crédible, je trouve. Il n'y a pas d'outrance. Moi, j'ai presque l'impression d'assister à un documentaire. Vraiment. Ouais. Moi, c'est un petit peu le sentiment. De Lépine et Kervern, on ne sait plus si c'est le scénario, enfin si c'est du documentaire, du road movie, de la fiction absolue. Ils sont un peu sur ce registre-là aussi. Et en même temps, sur la pente, limite underground, comme on dit pour employer un mot un petit peu absurde. Mais ça vous a plu? Ah, moi, ça m'a plu. Très franchement. Voilà. À part ce bémol sur la longueur du film, voilà, il aurait pu faire 20 minutes de moins, je pense que ça n'aurait pas nuit. Mathieu. Van Groningen aime la musique, ça c'est clair. Quand on suit sa cinématographie, on sait que c'est quelqu'un qui met beaucoup de musique. C'est presque... Il y a presque des clips dans ses films. C'était le cas également dans Alabama, son dernier, où on avait vraiment du bluegrass, mais vraiment du début à la fin. Et je dirais que le cinéma flamand, quelque chose qui a l'air intéressant. Évidemment, je ne connais pas la scène là-bas, mais moi, j'ai vu beaucoup de films qui ont traversé. Moi, mon premier contact avec ce cinéma-là, c'était Ex-Drummer, Koen Mortier, le réalisateur, en 2007, une histoire complètement abracadabrante, un groupe de punk handicapés qui recrute un auteur qui veut retrouver, qui est aux prises avec le syndrome de la page blanche. Et tout le long du film, il pratique Mongoloïde de Devo. C'est un film complètement ahurissant. C'est une plongée en apnée dans un truc trash. J'ai adoré. Et même comparé à ce film-là, à Belgica, Belgica est un peu bisounours comparé à Ex-Drummer, pour vous donner une idée de ce qu'est Ex-Drummer. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit un cinéma qui ose beaucoup, qui est assez jeune aussi.
aussi. Si je comprends bien, l'histoire du cinéma flamand, elle est assez récente. Auparavant, c'était un cinéma qui était assez académique, qui ne prenait pas beaucoup de risques. Et là, on a un star system en Flandre avec une télé privée qui marche très fort. Et donc, ça fait en sorte que les comédiens sont très connus. Bien sûr, Mathias Schoenaerts. Schoenaerts, ben oui, qu'on avait vu dans De Rouillé d'os. Schoenaerts. Bon, voilà. Et donc, ça marche, parce qu'on a 6 millions de personnes, on a 2 millions d'entrées pour ce cinéma-là. Et moi, j'aurais le goût de dire, il y a des gens au Québec qui se désolent beaucoup. On a beaucoup de chroniqueurs qui nous disent, le cinéma québécois, les gens n'aiment pas leur cinéma, c'est un cinéma d'auteur, c'est un cinéma pas assez populaire. Je trouve que le cinéma flamand, en tout cas actuellement, est une preuve qu'on peut faire un cinéma qui risque, on peut faire du cinéma d'auteur et on peut faire du cinéma qui marche. Chez les masses, là, dans le grand public. Et dernier mot, Bigot. Et d'ailleurs, Mathieu, et ça a créé une petite polémique à Bruxelles, Pascal, au dernier Magritte qui représente et récompense le cinéma belge francophone, 2 lauréats cette année, il y a quelques semaines, étaient des Flamands. Justement, ça montre qu'il y a donc un débordement du cinéma flamand, y compris en Belgique, dans la partie francophone. Vous savez il est évidemment, le film est en flamand, il est évidemment ancré dans la réalité flamande, mais il peut parler de la jeunesse, comme tu l'as très bien dit, belge en général. Et quand vous parlez de débordement, c'est un cinéma maintenant qui est même rendu aux États-Unis, parce qu'avec Bullhead, avec Mathieu Schoenaerts, bien sûr, qui était au César aussi. Oui. Donc, Michael Roskam, qui est le réalisateur de ce film-là, s'est retrouvé sur HBO. Donc, il a signé une entente avec HBO pour une série qui sera tournée à Bruxelles, qui s'appelle Buddha Bridge, un peu de science-fiction là-dedans. Donc, on voit vraiment que c'est un cinéma qui commence à être reconnu, mais par les plus grands. Donc, chapeau, cinéma flamand. Et Belgica, franchement, il faut voir ça, ce film-là. C'est une performance d'acteur, c'est extraordinaire. C'est dans la foulée de ce qu'on avait connu, d'ailleurs, de Van Groningen, qui nous avait habitués. Vous êtes un grand fan, vous, hein? Ben, en fait, j'ai vu 3 de ses films, 3 sur les 5. Vous avez bien fait de venir. Ça a valu le prix du billet d'avion. Qui est plus cher que le billet de cinéma. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les films qu'on peut qualifier d'underground, par exemple, qui viennent du cinéma américain, c'est toujours des films sur le voyage. Le grand modèle, c'était Easy Rider. Et quand le cinéma est un peu branché en France, c'est toujours un truc qui est plus enfermé, justement. Et c'est comment peut-on dire? La branchitude vient justement du côté cloîtré. Alors que les Américains... on accède à l'universel par son chez-soi. C'est-à-dire en road movie en Belgique... Ne faites pas comme ça, parce qu'on va croire que vous avez une sorte d'Alzheimer, donc mais tenez en votre road movie main. en Belgique, c'est un court-métrage. Hein. Voilà. Voilà, remarqué par la critique, le film Belgica et sa bande originale font aussi un carton sur les réseaux sociaux. Joëva Pantier, c'est amusant ce nom avec ce prénom, écrit sur Twitter un film enivrant sur le monde de la nuit. Et une BO de dingue, vous aussi, puisque vous suivez notre émission. Eh bien, vous suivez le compte Twitter de l'émission et vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et puis vous retrouverez des infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. J'avais prévu de commencer par moi, mais comme je suis un garçon altruiste, je vais commencer par Pascal. Coup de cœur. Gaz, plaidoyer d'une mère damnée. Donc, qui est traduit du flamand, édité ici à Paris par le petit éditeur français La Différence, qui est sorti la semaine dernière. C'est une pièce de théâtre en fait, qui a été écrite en 2015, donc l'année passée dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, sur ce drame de l'attaque des Allemands au gaz à Ypres. Et donc, il transpose ce drame-là aujourd'hui, d'où le titre, et il le transpose dans la réalité d'aujourd'hui. Gaz, c'est un djihadiste qui revient de Syrie et qui perpètre un attentat dans le métro au gaz et qui tue 184 personnes et 20 enfants. Et la pièce de théâtre, donc le texte, c'est un monologue de la mère du djihadiste qui se demande qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'elle a porté cet enfant dans son ventre jusqu'au moment de l'attentat. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit passage. Il a tué et il est mort pour des symboles et finalement, il en est devenu un lui-même. C'est ainsi que moi, sa mère, je l'ai perdu 2 fois, une fois comme fils, une fois comme cadavre. Et alors, mon deuxième coup de cœur, si je peux me permettre... Je vous en prie. C'est ma ville. C'est vraiment parce que c'est vous. C'est ma ville, Bruxelles, ses habitants, qui, face aux terroristes, ont sorti l'arme de destruction massive la plus efficace. C'est l'humour, la dérision. Ils ont dit aux terroristes le message le plus clair et le plus significatif, même pas peur, nous sommes plus nombreux et beaucoup plus forts que vous, et nous gagnerons.
Merci beaucoup, ma chère Pascal. Michel, coup de cœur. C'est un bouquin qui est sorti il y a une petite année de l'écrivain, essayiste et professeur émérite de littérature Peter von Matt. Ça s'appelle La Poste. Von Matt. Von Matt. Peter von Matt. C'est un bouquin qui a reçu le prix suisse du livre en 2012 dans sa traduction, dans sa version allemande. Il a été traduit il y a une année. Donc c'est la plus haute distinction littéraire en Suisse. Et le livre est éminemment intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un recueil de textes qui finalement nous parle de la Suisse, de ses cultures, de ses fonctions, de ses dysfonctionnements aussi. Et à travers tous ces petits textes, enfin il y en a des plus longs, il y en a des moins longs, eh bien, ça nous donne une bonne manière d'appréhender et l'identité actuelle de ce pays qui n'est pas toujours simple à comprendre, et aussi une partie de son histoire. Et de cette manière-là, ben, je faisais le lien avec bien le livre d'Amin Maalouf dont on a parlé en début d'émission. Voilà, c'est un livre qui se lit, qui se picore, qui se lit, qui se relit. Ça vous... Oui, absolument. Monsieur le Président. Il est en kit, mon coup de cœur. Je croyais qu'il était en train d'ouvrir son courrier. Je qu'il était beaucoup. Et il est muet, et je vais vous demander 15 secondes de silence pendant que je le que vous arrivez à dresser votre drapeau. Ah non, mais alors Yves, là, c'est extraordinaire. Ça, c'est le plus bel hommage. Voilà. Le plus bel hommage. Et voilà. Il lisse les couleurs. C'est magnifique. Il va falloir l'attacher, ce qui ne va pas être simple, mais voilà. Donc, très bien. Je vous demande 5 secondes de silence. Mon cher Mathieu. Anthologie de la poésie québécoise par une de nos grandes défenseurs du genre. Il s'agit de Chloé Sainte-Marie. Chloé Sainte-Marie qui est la veuve de l'un de nos grands cinéastes, Gilles Carle, décédé de la maladie de Parkinson il y a quelques années. Et j'ai un poème, en fait, je ne sais pas si les gens connaissent autour de la table des gens comme Hector de Saint-Denis-Garneau, Roland Giguère, Fernand Ouellette. Ce sont des poètes énormes, importants de la poésie québécoise. Et j'ai un poème, justement, que je vous ai sélectionné pour répondre, dès qu'il s'agit de poème, moi je me rue, car j'adore ça. Aux attentats. Bien, je vous le donne, un poème de Roland Giguère qui est un point d'orgue, justement, ça fait vraiment... Déclamé, je ferai court. Donc, Ogre odieux, c'est le nom de ce poème de Roland Giguère. Alors, dans la foulée des attentats, toi qui habites les chairs meurtries, toi qui consumes les plus beaux avenirs, toi qui ancres la haine au cœur des printemps neufs, toi qui salis, toi qui baves, toi qui englus, toi qui ruines, toi qui prostitues, dis-nous, quand donc seras-tu rassasié? Quand aurons-nous la nuit douce, ogre odieux? C'est du Roland Giguère et c'est dans ce livre de Chloé Sainte-Marie, ce recueil de Chloé Sainte-Marie. Je vous le donne. Maintenant, vous me le donnez, mais ça me fait très plaisir, d'autant plus qu'on ne voit pas très bien, évidemment, à la télévision, parce qu'il y a une texture. Ce n'est pas un blanc, c'est un crème, ce n'est pas lisse, c'est un peu crénelé. C'est magnifique. À la croisée des silences. Chers amis, vous quittez tout, vous allez au musée d'Orsay, vous allez voir la rétrospective du douanier Rousseau, qui est une merveille absolue, ce type complètement dingue, mort à une 60aine d'années, collectionné par tous les plus grands artistes et les plus grands poètes, qui travaillaient dans un octroi, d'où son surnom de douanier Rousseau, qui a passé des années comme militaire sans aller à la guerre. Il est resté autour de Paris, il a inventé une jungle dingue et il a révolutionné, comme beaucoup de ses contemporains au début du XXe siècle, l'histoire de la pointure. Douanier, nous sommes avec toi. Ciao et à bientôt. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire.